Le plus important pour nous médecins, c'est de savoir avec quoi, parce que le produit, c'est capital de savoir lequel est-ce, n'est-ce pas? Combien, parce que les quantités qu'on a prises, ça a beaucoup d'importance. Où et quand, parce que la durée est importante. Que le délai va conditionner en quelque sorte la prise en charge. Les symptômes des intoxications sont soit directement liés au produit, soit liés aux complications non spécifiques, c'est-à-dire le coma post-anoxique, chez quelqu'un qui s'est intoxiqué et qui a fait une détresse respiratoire grave ou une détresse circulatoire grave, il peut faire un coma post-anoxique qui n'a rien à voir avec le produit lui-même. Les lésions d'inhalation, quand on est intoxiqué et qu'on est comateux, on peut inhaler le contenu de son estomac et faire une insuffisance respiratoire aiguë. Alors, les symptômes liés au produit, ils sont très disparates. C'est fonction du produit lui-même. Donc, vous avez toute une liste de symptômes reliés à des produits. Alors, je ne les passe pas tous en revue, ces produits, mais je vais vous parler des plus importants. Et parmi les produits que les gens prennent pour s'intoxiquer, dans un but d'autolyse par exemple, les troubles neurologiques se retrouvent au premier chef. Donc c'est très souvent un coma, qu'on appelle coma toxique, n'est-ce pas? Très fréquent, de par la prise de psychotiques, qui sont les produits les plus fréquemment utilisés. Pas de signe de focalisation. Quand quelqu'un prend un psychotrope, il ne fait pas de signe de focalisation, c'est un coma. C'est pas comme quand on a un accident vasculaire cérébral. Profondeur variable, ça dépend du produit et de la quantité qu'on a prise. Réversibilité sans séquelles en l'absence d'anoxie cérébrale. Quand on s'intoxique au psychotrope, on doit normalement se réveiller sans séquelles, sauf si, entre-temps, le malade a inhalé et qu'il a fait une détresse respiratoire et ainsi de suite. Alors, ces troubles neurologiques, en dehors de la description de base, peuvent présenter des caractéristiques en fonction des produits pris. Coma calme hypotonique, c'est les benzodiazépines et les barbituriques. Les benzodiazépines, je vous ai dit, c'est le Valium, comme chef de file. Les barbituriques, c'est le phénobarbital, c'est le Gardenal. Coma agité, c'est l'alcool, c'est les antidépresseurs tricycliques, c'est le CO, le monoxyde d'azote. Hypertonie plus syndrome pyramidal, c'est les antidépresseurs, la phénothiazine, le CO. Donc ça, c'est des choses que vous devez normalement connaître. Moi, je ne vais pas vous poser des questions sur ça parce que c'est un peu compliqué. Donc, syndrome extrapyramidal, c'est les neuroleptiques. Syndrome extrapyramidal, c'est ce que je vous ai décrit un peu la dernière fois quand je vous ai parlé du coma hépatique. C'est la rigidité extrapyramidale, le phénomène de roue dentée. Les convulsions, c'est les antidépresseurs tricycliques et la tophiline. Ça fait convulser. Les antidépresseurs tricycliques, c'est l'anafranil, etc. Le tofranil. Myosis serrée, c'est les opiacés. Les opiacés, c'est les morphiniques. Ça donne un myosis serré, les anticholinergiques, c'est-à-dire les organophosphorés essentiellement. Vous connaissez les organophosphorés? C'est les produits qu'on utilise essentiellement en agriculture et ils agissent comme anticholinésterasiques. Les anticholinésterasiques qu'on utilise en pratique clinique, c'est quoi? C'est les traitements de la myasthénie. Le mystinon, la prostigmine, etc. Et bien c'est exactement pareil pour ce qui est de la symptomatologie. Midrias peu réactif, c'est les atropiniques, c'est la cocaïne. C'est les antidépresseurs tricycliques. Les hallucinations, c'est les antihistaminiques, c'est l'atropine, c'est le cannabis. On peut ajouter l'ecstasy, par exemple. Ça donne une agitation, ça donne des hallucinations. Vous avez à côté des signes neurologiques, des signes appelés neurovégétatifs. C'est la tachycardie, c'est la bradycardie, les sueurs, les persécutions des muqueuses, etc., etc., etc. Ça, vous allez l'avoir dans les piqûres de scorpions qu'on va voir tout à l'heure. C'est les anticholinésterasiques. Les intoxications aux organophosphorés, ça donne une hypersudation extraordinaire, des sécrétions bronchiques très importantes qui vont être à l'origine d'un encombrement trachéobronchique. Et comme les anticholinésterasiques complices donnent une sorte de paralysie musculaire, qui s'apparente à celle des curares. Les curares, vous savez ce que c'est? Les curares, il y a deux types de curares. Il y a des curares dits dépolarisants et des curares non dépolarisants. Les curares non dépolarisants,
C'est les curares que nous utilisons au bloc opératoire. C'est des produits qui vont aller se fixer sur les récepteurs post-synaptiques de l'acétylcholine et empêcher que l'acétylcholine n'agisse. Et donc empêcher qu'il y ait une dépolarisation de la plaque motrice. Ça, c'est les curares que nous utilisons au bloc opératoire. Pour ceux qui ont été au bloc opératoire, c'est le vicuronium, c'est le cisatracurium, etc. Et puis vous avez des curares dits dépolarisants. Il y a un produit qu'on utilise au bloc, mais qui n'est pas disponible au Maroc depuis quelques années, c'est la succinylcholine. Ça, c'est des curares qui agissent comme l'acétylcholine. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur les récepteurs et les stimuler de façon permanente, et ça va donner une sorte de tétanisation du muscle. Voilà. Rappelez-vous des cours de physiologie musculaire, etc. Et bien, les anticholinésterasiques, ils agissent comme des curares dépolarisants, puisqu'ils détruisent la cholinestérase. La cholinestérase, elle sert à quoi au niveau de la plaque motrice? Elle sert à détruire l'acétylcholine. Donc, si on donne un anticholinestérasique, ça veut dire que l'acétylcholine va rester là. Et cette acétylcholine va dépolariser la plaque de façon permanente jusqu'à la tétaniser. Voilà, les anticholinestérasiques agissent comme des curares. C'est pour cela que dans l'intoxication aux organophosphorés, vous avez une détresse respiratoire. Les troubles respiratoires, les plus souvent hypoventilation d'origine centrale, comme les barbituriques par exemple, ça déprime les centres respiratoires. Les opiacés, bien entendu aussi. Par toxicité directe, rarement. Ça, c'est l'inhalation de gaz toxiques. Voilà. Quand on inhale des gaz toxiques, eh ben, on altère les alvéoles, on altère la membrane alvéolo-capillaire et on débouche sur un œdème lésionnel. Les troubles cardio-circulatoires, l'hypotension, l'état de choc, les barbituriques par exemple, ils sont vénodilatateurs et donc ils peuvent provoquer un état de choc. On va dire par diminution du retour veineux. Vous avez des produits qui sont dépresseurs myocardiques. C'est les barbituriques aussi. Donc ça peut déboucher sur une hypotension artérielle, un état de choc, par perte hydroélectrolytique, par vasodilatation, par dépression myocardique, etc. Les troubles digestifs, vomissements, diarrhée, troubles hépatiques rarement isolés. Les plus graves, c'est l'hépatite toxique du paracétamol. Vous savez que le paracétamol, c'est un produit qui est extraordinaire parce que c'est le traitement de base de toutes les douleurs que nous avons. Mais on peut s'intoxiquer avec. Et s'agissant du paracétamol, je voudrais que vous reteniez la règle des 4. Jamais, quand vous utilisez vous-même le paracétamol, jamais moins de 4 heures entre deux prises. C'est-à-dire que si vous prenez 1 gramme maintenant, attendez au moins 4 heures pour reprendre du paracétamol. Et jamais plus de 4 grammes par jour. Voilà, retenez cette règle. Alors, 10 grammes de paracétamol pris en une seule fois, c'est une dose létale. Ça donne une hépatite fulminante. Hein. C'est une des premières indications de greffe du foie en urgence. Quand on fait des greffes du foie en urgence, c'est généralement pour une hépatite grave virale. En second lieu, pour une intoxication au paracétamol. En troisième lieu, c'est pour un syndrome de Sheehan, la stéatose aiguë gravidique. Sur le plan paraclinique, vous avez l'hypoglycémie quand on s'est intoxiqué à l'insuline, ou à un antidiabétique oral, ou intoxication éthylique. La calémie, je vous ai déjà dit hier que l'hypercalémie dans l'intoxication digitalique est un signe de gravité. C'est comme ça qu'on dit que l'intoxication est grave ou pas. C'est quand il y a une hypercalémie. La chloroquine, la théophiline, ça donne des hypocalémies. La chloroquine, je vous en ai parlé hier aussi, dans les atteintes tubulaires. La calcémie, c'est l'intoxication aux inhibiteurs calciques. J'en ai vu des intoxications aux inhibiteurs calciques. Ça va donner quoi? Ça va donner une hypotension artérielle grave, parce que c'est vasodilatateur, les inhibiteurs calciques. Et ça va donner une hypocalcémie. Donc le traitement, c'est quoi? C'est de donner du calcium. La coagulation, c'est l'intoxication au raticide. Quand quelqu'un qui s'intoxique au raticide, la mort au rat, la mort M-O-R-T, aura A-U, R-A-T. La mort au rat, l'asca. C'est la mort au rat. Les produits que nous utilisons pour tuer des rats, c'est des antivitamines K. Et donc les rats, quand ils en prennent, ils meurent de quoi? Ils meurent d'hémorragie. Et donc quand on s'intoxique avec la mort au rat, on fait une insuffisance en vitamine K. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire pour traiter? On traite le syndrome hémorragique.
Si on a le PPSB, on le donne. Sinon, on donne de la vitamine K et ainsi de suite. Donc, coagulation antivitaminique karaticide, venin de serpent. D'accord? Quand quelqu'un est mordu par un serpent, rarement par la piqûre de scorpion, on peut faire des troubles de la coagulation. Une thrombopénie sévère. Les gens mordus par des vipères, j'en ai eu à soigner quelques-uns, ils font des thrombopénies sévères, à 10 000, à 20 000, ils font de la CIVD. Le CG, ça peut donner une tachycardie, quand c'est un anticholinergique, un antidépresseur biocardique. Dans les intoxications aux antidépresseurs, on monitore obligatoirement le CG. Bien sûr, on monitore le CG pour tous les malades. Mais le monitorage de l'ECG dans les intoxications tricycliques a une importance capitale parce que thérapeutique. Donc c'est une tachycardie. Et si on voit qu'il y a des troubles du rythme, on va donner du sérum bicarbonaté. Je vous ai dit que c'est une des rares indications de la perfusion de bicarbonate. C'est-à-dire que l'intoxication tricyclique, quand il y a une hypercalémie, théophiline, bradycardie, c'est des organophosphorés. L'intoxication aux anticholinésterasiques, ça donne une bradycardie. Les bêta-bloqueurs, on peut s'intoxiquer aux bêta-bloqueurs. Radio-pulmonaire, CG, toxicologie, ça c'est capital, n'est-ce pas? Quelqu'un qui s'intoxique, vous faites une analyse toxicologique, vous prélevez le liquide gastrique, vous prélevez les urines et vous envoyez ça au centre antipoison s'il existe pour vous dire ce que le malade a pris, parce que souvent le malade a pris beaucoup de choses et le fait de ramasser les boîtes, etc., ne nous renseigne pas toujours sur ce que réellement le malade a pris. Test thérapeutique et diagnostic, ça c'est important. Si vous suspectez une intoxication aux benzodiazépines, sachez qu'il y a un test qu'on peut faire avec le flumazenil, qui est un antidote des benzodiazépines. Vous en avez entendu parler, le flumazenil, ça peut aider, parce que si vous donnez du flumazenil et que le malade se réveille, c'est que réellement il s'est intoxiqué aux benzodiazépines. L'analoxone, qu'on n'a plus malheureusement, c'est un antidote des opiacés, des morphiniques. Et le sérum glucosé, bien sûr, c'est l'antidote des hypoglycémiants, et donc c'est le traitement de l'hypoglycémie. Prise en charge. Alors, traitement symptomatique, bien sûr, ça je ne vais pas en parler, n'est-ce pas? Le malade est comateux, on l'intube, on le ventile, il est hypoxémique, on l'oxygène, il est en état de choc, on le remplit, et s'il y a lieu de mettre une drogue cardio-vasoactive, on le fait, parce que le malade s'est intoxiqué avec un bloqueur, vous espérez en mettant de la dobutamine que son cœur reprenne, n'est-ce pas? On verra tout à l'heure pour les morsures de scorpions, le principal problème qui va donner un choc cardiogénique, donc vous donnez un tonique cardiaque. Donc le traitement symptomatique, c'est par rapport aux symptômes que le malade fait. S'il convulse, vous donnez un anticonvulsivant, et ainsi de suite. Ce que vous attendez de moi que je vous dise, c'est surtout le traitement évacuateur, ce qu'on appelle la décontamination, n'est-ce pas? La décontamination cutanée et oculaire, le plus tôt au lieu d'exposition. Les intoxications aux organophosphorés, les agriculteurs qui s'intoxiquent avec, parce qu'ils font de l'épandage, il faut leur enlever leurs vêtements et normalement les laver abondamment le plus tôt. Et s'ils viennent à l'hôpital non lavés, il faut leur enlever leurs vêtements et les laver à eau abondante. Parce que sinon, il y aura de la rémanence, c'est-à-dire que l'intoxication va continuer à se faire. Retrait des vêtements, rinçage abondant, vomissements provoqués, contre-indiqués. Jamais vous ne faites des vomissements provoqués. Vous avez vu ça peut-être dans des films, c'est pas de la médecine, ça c'est de l'antimédecine, n'est-ce pas? Donc, évitez d'apprendre la médecine sur les séries télévisées. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Donc, il ne faut jamais provoquer de vomissement parce que, ce faisant, vous allez peut-être créer des lésions d'inhalation qui n'existaient pas. Lavage gastrique, ça c'est important. Parce qu'on vous parle tout le temps de lavage gastrique, il faut faire. Oui, quand c'est avant 1 heure. Quand c'est avant 1 heure. C'est pour cela qu'au tout début, je vous ai dit, quand quelqu'un s'est intoxiqué, tâchez de savoir à quelle heure c'est fait. Passer 1 heure, ça n'a aucun intérêt. D'accord? Ça, c'est une question d'examen aussi. Quand est-ce qu'on peut faire un lavage gastrique chez quelqu'un? C'est avant 1 heure. Bien sûr, si vous avez des doutes et que vous hésitez entre 1h15, 1h moins le quart, etc., c'est pas grave. Je veux dire, on n'est pas à 1 minute près.
Et c'est contre-indiqué de toutes les façons chez le malade comateux non intubé. Quelqu'un qui est comateux et qui n'est pas intubé, vous ne lui faites pas de lavage gastrique, parce que vous risquez là aussi de provoquer des lésions d'inhalation. C'est contre-indiqué quand quelqu'un a ingéré des caustiques. Caustique, c'est par exemple de l'esprit de sel. Quelqu'un qui a ingéré de l'eau de javel, ne lui faites pas un lavage gastrique. Parce que quelqu'un qui a ingéré de l'esprit de sel, malqata. Qu'est-ce qu'il fait le malqata? Il brûle tout sur le passage. Et il en reste peut-être une quantité dans l'estomac. Donc si vous faites un lavage gastrique, c'est comme si vous alliez faire à l'esprit de sel le chemin inverse pour brûler ce qui ne l'a pas été déjà. N'est-ce pas? C'est comme un rappel de brûlure. Les hydrocarbures pétroliers, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a pris parce que ça existe, des gens qui s'intoxiquent avec des hydrocarbures pétroliers, l'essence. Ben, il ne faut pas faire de lavage gastrique non plus. Et il ne faut pas faire de lavage si le malade a pris des produits moussants, parce qu'il va être inondé dans sa mousse. Oui? Non? Ah non, non. Ça, c'est des contre-indications, malade intubé ou pas. Le malade qui est comateux et qui n'est pas intubé, on ne fait pas de lavage gastrique, quel que soit le produit. Maintenant, quand il s'agit de caustique, etc., malade intubé ou pas, on ne fait pas de lavage gastrique. Fait-il la nuance? Si le malade est comateux, on l'intube, on le ventile et on fait un lavage gastrique si c'est moins d'une heure, à condition que ce ne soit pas les produits que j'ai cités en dernier. On est d'accord? Traitement évacuateur, décontamination, le charbon activé. Ça, par contre, c'est très intéressant, mais c'est toujours intéressant dans l'heure. N'est-ce pas? Le charbon activé, ça existe maintenant, c'est le meilleur décontaminant, donc on donne 50 grammes en dose unique, à condition bien entendu que ça soit aussi dans l'heure. L'épuration, c'est-à-dire par voie veineuse, on fait de l'hyperdiurèse pour que les produits qui sont passés dans le sang puissent être évacués le plus possible. Hyperdiurèse, c'est-à-dire qu'on va perfuser beaucoup de liquide pour que le malade urine beaucoup. Et dans cette hyperdiurèse, on va pas mettre de sérum bicarbonaté, on le fait avec du sérum salé. Je sais pas, un adulte, on peut peut-être lui passer 5 litres de perfusion pour qu'il ait vécu le maximum de produits qui sont passés dans le sang. Et ça ne sera pas du sérum bicarbonaté, sauf si il s'agit de phénobarbital, donc intoxication au gardénal, ou une intoxication au takaout. Parce que le takaout romia, heureusement qu'on n'en voit pas beaucoup, il fut un temps où c'était le principal produit d'intoxication qu'on recevait à l'hôpital. Vous connaissez takaout romia? Takaout, alors, takaout al-bildiya, c'est une plante qui n'est pas nocive. Takaout romia, c'est une pierre qui vient de Chine. C'est une pierre noire que les femmes utilisent pour se teinter les cheveux. Ça donne un noir extraordinaire. Et cette takaout romia qui nous venait de Chine et qui est vendue par la Tara, eh ben, les femmes essentiellement lui ont découvert une vertu toxique. Ça devait être mon sujet de thèse il y a longtemps, mais je l'ai abandonné et j'en ai pris un autre. Et il ne se passait pas un jour à l'hôpital Avicenne sans recevoir une intoxication au takaout. C'était un fléau. Bah, bien sûr, on a fait des campagnes de sensibilisation, etc. Et on est même intervenu auprès des autorités pour que cette pierre ne rentre plus au Maroc. Du coup, on n'en voit pratiquement jamais l'intoxication au takaout. Et l'intoxication au takaout, c'est une intoxication très grave parce qu'elle est responsable d'une rhabdomyolyse. Ça détruit les muscles. Alors quand la rhabdomyolyse est ici, là, dire c'est grave, mais ça n'est pas très grave, parce que ça va donner de l'hypercalémie, ça va donner de l'acidose métabolique, et ça peut se soigner via une perfusion importante, via une prévention de l'insuffisance rénale, et via un traitement de l'hypercalémie que la rhabdomyolyse engendre. Mais quand ça se fait ici, ça va donner un œdème cervico-facial extrêmement important, et les malades meurent de détresse respiratoire. Et la rhabdomyolyse, qui plus est, peut toucher le cœur, c'est-à-dire que le muscle cardiaque lui-même est lésé. Et ça va donner une détresse circulatoire de type cardiogénique. Elle dit takaout. Alors, pourquoi est-ce que dans la takaout, on donne des bicarbonates? C'est parce qu'il y a rhabdomyolyse, donc une hypercalémie sévère. C'est pour traiter en fait l'hypercalémie. Les antidotes, l'oxygène pour le monoxyde d'azote, le mieux en hyperbarie,
Ils sont hyperbares. Vous savez comment ça se passe avec le monoxyde d'azote? Le monoxyde d'azote, c'est un produit qui va se fixer sur l'hémoglobine. Et le monoxyde d'azote a une affinité pour l'hémoglobine qui est largement supérieure à celle de l'oxygène. 20 fois supérieure à celle de l'oxygène. Donc le monoxyde d'azote se fixe sur l'hémoglobine et l'oxygène, bien entendu, ne trouve rien sur quoi se fixer. Parce que toute la place est prise par le monoxyde d'azote. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le malade en hyperbarie. Parce que quand on le met en hyperbarie dans un caisson, à condition que ça soit disponible, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir beaucoup d'oxygène dissous. Est-ce que vous vous souvenez de l'équation des gaz alvéolaires? Est-ce que quelqu'un peut me la dire? P grand AO2 égale 700 fois FiO2 moins PaCO2. Très bien, on est d'accord. Alors imaginez que vous mettiez quelqu'un dans un caisson hyperbare à 3 bars, c'est-à-dire à 3 fois la pression atmosphérique. Et si en plus vous le mettez à l'oxygène pur, donc vous aurez 2100 fois 100% fois 1 moins PaCO2, c'est-à-dire quelque chose de négligeable. Ça va vous faire une P grand AO2 à combien, ça? Une PaO2 à 2100 ou à 2000, pas à 100, 2000. Vous connaissez la loi de Henry? La loi de Henry, c'est celle qui nous dit combien nous avons d'oxygène dissous dans le sang. L'oxygène dissous, pas l'oxygène qui est lié à l'hémoglobine. Et bien, la loi de Henry nous dit que la quantité d'oxygène dissous dans le sang, c'est la PaO2 que multiplie 0,003. Ben, multiplier 2000 par 0,03, ça vous donne combien? Ça vous donne 6 millilitres d'oxygène. Alors qu'en situation normale, c'est très peu d'oxygène, quantité négligeable. Donc l'oxygène dissous ne nous sert à rien en physiologie. Mais en hyperbarie, c'est 6 millilitres. Et 6 millilitres, ça vous dit quelque chose? 6 millilitres, c'est ce que nous consommons comme oxygène. La différence artério-veineuse en oxygène, c'est combien? C'est-à-dire entre le sang artériel qui part vers les cellules et le sang veineux qui repart de l'autre côté. Il y a une différence. Le contenu artériel en oxygène, c'est combien? C'est 20 millilitres par 100. Le contenu veineux en oxygène, c'est 15 millilitres par 100. La différence, c'est 5. On appelle ça la différence artério-veineuse en oxygène. Eh bien, la différence qui est de 5 millilitres, c'est ce que les cellules ont prise pour leur consommation propre. Pourvu que cet oxygène, au niveau périphérique, soit libéré par l'hémoglobine. Ce qui arrive, bien sûr, quand les conditions sont optimales. Ça peut ne pas arriver si la courbe de Barcroft est déviée à gauche, en hypothermie, etc. Alors ça, je vous renvoie à la physiologie, à la physiopathologie, à la médecine expérimentale, etc. Eh bien, si vous avez 6 millilitres d'oxygène dissous dans le sang, c'est-à-dire immédiatement disponible, qui n'a pas besoin d'être libéré par l'hémoglobine, eh bien, tous les besoins de l'organisme sont satisfaits, ne serait-ce qu'avec ça. Et donc le malade n'aura même pas besoin d'hémoglobine ni d'oxygène lié à l'hémoglobine. N'est-ce pas? Et comme la PaO2 est très importante en hyperbarie, eh bien ça va déplacer la liaison du CO avec l'hémoglobine. On appelle ça la loi d'action de masse. Ça vous dit quelque chose tout ça? Comme quoi, tout ce qu'on vous enseigne de la première année à la 7e année, ça sert. Ce n'est pas comme ça. On ne l'enseigne pas comme ça dans l'air. Ça sert toujours. N'est-ce pas? Et donc, le fait que la PaO2 soit très importante, eh bien, ça va déplacer le CO2 qui va libérer l'hémoglobine. Alors, à défaut de pouvoir faire ça, eh bien, au moins mettez de l'oxygène à fort débit. Masque à haute concentration, parce qu'avec un masque à haute concentration, votre FiO2 va s'approcher de 100%. Et si votre FiO2 s'approche de 100%, ça veut dire que votre PaO2, fait appel encore une fois à l'équation des gaz alvéolaires, va être très élevé et il y aura des chances que le CO soit déplacé de sa liaison. Donc, oxygène pour le CO, naloxone, j'ai dit pour les morphiniques, glucose pour l'intoxication aux hypoglycémions, flumazénil quand il s'agit de benzodiazépine, l'atropine c'est les anticholinésterasiques, l'intoxication aux organophosphorés, on donne de l'atropine parce que les malades sont bradycardes, et bien sûr on donne autre chose.
on aspire les malades, on les ventile éventuellement s'ils sont en détresse respiratoire. Et bien entendu, la prévention, c'est capital, surtout chez les enfants. Voilà, c'est terminé pour les intoxications aiguës. Alors je passe très vite, parce qu'il faut que je liquide tout le programme aujourd'hui. Hein. Il n'y aura pas d'autres cours après. Et on va s'attaquer. Quelle heure il est chez vous? Quelle heure il est? Ah ben c'est bien. Donc on est en avance. Je pourrais vous parler des drogues cardio-vasoactives à ce moment-là. Alors, les envenimations par morsure de vipère et piqûre de scorpion. Ça va être très rapide. Quand on est piqué par un scorpion ou mordu par une vipère, qu'est-ce qu'on va avoir comme manifestation clinique? Bien sûr, la marque de crochet, si c'est une vipère. La marque de la piqûre, quand c'est un scorpion. Moi, j'ai été piqué par un scorpion 2 fois, hein, pour votre gouverne. J'étais encore, je devais avoir 10 ou 11 ans, donc j'en garde un très mauvais souvenir. Mais je n'ai pas été traité parce que c'était à la campagne. De toute façon, il n'y avait rien à faire comme traitement. Et vous allez voir que quand on est piqué par un scorpion, il n'y a pas de traitement spécifique. Œdème. Ça, c'est le signe de l'envenimation. On peut être piqué sans être envenimé. On peut être mordu sans être envenimé. Mais dès lors qu'on développe de l'œdème local, eh ben, ça veut dire qu'il y a envenimation. L'œdème est précoce, banal, mais après il va devenir dur, peut-être échymotique et douloureux. Et selon l'importance de cet œdème, on va dire que l'envenimation est plus ou moins importante. Et vous avez les signes généraux qui peuvent exister comme ils peuvent ne pas exister. Alors ces signes généraux, c'est les troubles digestifs. Tout ça, je l'ai eu, moi, quand j'ai été piqué, surtout la deuxième fois. La première fois, je n'ai rien senti. La deuxième fois, j'ai eu des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, de la diarrhée. Vous avez des troubles cardiovasculaires. Vous pouvez avoir, ce n'est pas toujours le cas, tachycardie, lipotymie, collapsus, troubles de la conduction à l'ECG, hypohypertension artérielle, fibricule, sueur. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle les troubles neurovégétatifs. En gros, ça peut se compliquer. C'est ce qui va faire la gravité de ces piqûres ou de ces morsures. Les complications peuvent être locales, c'est la surinfection. Ça, à la limite, ce n'est pas trop grave parce qu'il est rare que ça soit le cas. Vous pouvez avoir une thrombophlébite sur le membre. C'est rare aussi, mais quand ça survient, il faudra la traiter en tant que telle avec des anticoagulants. Et vous pouvez avoir une rhabdomyolyse. Souvenez-vous de la rhabdomyolyse du syndrome d'écrasement. Eh bien, dans les piqûres de scorpions, dans les morsures de vipères, on peut avoir une rhabdomyolyse. Alors, la rhabdomyolyse, j'y reviens encore une fois. Quelqu'un qui est piqué ici, par exemple, qui est mordu ici et qui a tout son membre qui est lysé. Vous imaginez ce que c'est comme masse musculaire, c'est énorme, un membre inférieur. Et bien, si on a une rhabdomyolyse de tout le membre inférieur, on risque la mort. Parce que les cellules musculaires vont libérer tout leur contenu. Alors, qu'est-ce que ça contient, les cellules musculaires? Ça contient du potassium, donc risque d'hypercalémie. Ça contient des ions H+, qui sont vasodilatateurs. Ça contient des substances cardiopressives, donc risque d'hypotension artérielle, risque de dépression myocardique. Ne serait-ce qu'avec ça, on peut mourir. Et c'est pour cela que le traitement de la rhabdomyolyse, c'est essayer que ce produit-là soit éclusé, soit évacué. Et ils peuvent l'être si on remplit beaucoup, parce que en plus de ce qui est libéré, eh ben, les substances qui sont libérées et qui sont vasodilatatrices vont provoquer une vasodilatation locale et un œdème local. Et donc, si le membre inférieur double de volume, ce qui arrive dans une rhabdomyolyse, vous imaginez la quantité de liquide perdue. Le membre inférieur, on a dit que c'était 18% en termes de surface corporelle. Ben, on peut dire qu'en termes de poids, c'est plus que 18%, parce que c'est du muscle. Donc, c'est des kilos et des kilos. Donc, si un membre double de volume, ça veut dire que c'est 10 litres, ça veut dire que c'est 15 litres de liquide emmagasiné ici. Et bien, si ces 15 litres ne sont pas remplacés, le malade se met en insuffisance rénale tout de suite. Et s'il se met en insuffisance rénale
et qu'il est hypercalémique, et qu'il est acidosique, c'est la mort assurée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remplit. Et d'ailleurs, dans le syndrome d'écrasement des membres, quelqu'un qui est écrasé pour cause d'éboulement, normalement, on doit aller le trouver et on doit le libérer s'il est incarcéré. Qu'est-ce qu'on fait avant de le désincarcérer? On prend une voie veineuse, on le remplit, on lui passe du bicarbonate avant de les désincarcérer. Parce que tant qu'il est incarcéré, toutes les substances qui sont ici, eh bien, elles sont ici. Dès qu'on le désincarcère, tout va dans la circulation systémique et c'est à ce moment-là que le malade meurt. Donc il est il est recommandé de façon impérative de perfuser le malade in situ, beaucoup le perfuser, je vous ai dit ça peut être 10 litres, ça peut être 15 litres de déperdition avant de le désincarcérer. Donc quand quelqu'un a une rhabdomyolyse, attention à ce qu'il ne vous fasse de l'insuffisance rénale, parce que si vous faites de l'insuffisance rénale, c'est mort. Et la meilleure façon pour qu'il ne vous fasse pas de l'insuffisance rénale, c'est que vous le remplissiez à fond. C'est le cas des malades incarcérés, c'est le cas aussi de ce qu'on appelle les syndromes de revascularisation. Les malades qui viennent à l'hôpital avec une ischémie aiguë d'un membre, vous en avez peut-être vu, ben qu'est-ce qu'ils risquent? Ils ne risquent pratiquement rien tant qu'ils ne sont pas désobstrués sur le plan artériel, sauf bien sûr que leurs membres meurent et qu'ils ne soient amputés. Mais dès lors qu'on fait un geste de revascularisation, eh ben, ils font leur rhabdomyolyse, ils font leur insuffisance rénale, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On pratique, eh ben, on les remplit à fond, on leur donne des diurétiques pour les faire uriner, on leur donne éventuellement du bicarbonate pour traiter une hypercalémie, et après, le chirurgien fait le geste. Et des fois, on préfère amputer le malade que de le revasculariser. Quand c'est un vieillard de 80 ans, on se dit peut-être qu'il ne va pas faire les frais d'une revascularisation, on préfère l'amputer. C'est-à-dire, on préfère sacrifier le membre plutôt que de sacrifier la vie. Bien, les complications générales, c'est l'insuffisance rénale aiguë organique, par toxicité directe, par CIVD, par hémolyse. C'est l'œdème aigu du poumon cardiogénique, n'est-ce pas? Les piqûres de scorpion, et ils tuent comme ça. Et ils tuent essentiellement par œdème aigu du poumon cardiogénique, par toxicité directe du venin sur le cœur. Gastrite hémorragique, la nasarque, on peut faire un œdème généralisé. L'état de choc cardiogénique comme l'OAP, l'hyperthermie, œdème cérébral avec convulsion, ischémie myocardique, parce que ces venins aussi, je vous ai dit, lèsent le cœur. Quand on a une envenimation ou par morsure ou par piqûre, eh ben, on commence par faire la gradation. Et vous avez le grade 0 qui est celui de l'absence d'envenimation. Je vous ai dit qu'on peut être piqué, on peut être mordu, sans que ce soit envenimé. Donc il y a un crochet, mais pas d'œdème. Donc s'il n'y a pas d'œdème, c'est que le malade n'est pas envenimé. Donc il n'a rien. Vous avez l'envenimation minime, c'est l'œdème local, mais pas de signes généraux, c'est que de l'œdème local. Le grade 2, c'est l'envenimation modérée. Vous avez un œdème régional, c'est-à-dire qu'il va prendre tout le membre inférieur, tout le membre supérieur, avec et ou signes généraux modérés, les signes généraux de tout à l'heure. Et vous avez l'envenimation de grade 3 qui est sévère, c'est l'œdème étendu et ou les signes généraux sévères, c'est-à-dire l'hypotension artérielle, le collapsus, etc. L'œdème aigu du poumon, donc toutes les dysfonctions viscérales possibles et imaginables. Traitement. Alors je vous dis tout de suite que pour ce qui est des piqûres de scorpion, ça ne tue pratiquement jamais, ça ne tue que les bébés, et peut-être. Bien sûr, ça dépend du type de scorpion, mais tout type confondu, l'envenimation scorpionique, quand ça tue les bébés. Parce qu'ils sont fragiles. Ça tue les vieillards aussi parce qu'ils sont fragiles. Quand on est jeune, centare, etc., ça ne tue pas. Je vous dis, moi j'ai été piqué 2 fois. Rassurer, immobiliser le membre désinfecté. Voilà. Succion, incision, contre-indiqué. Donc ce n'est pas comme dans les films western. Ça n'existe pas, ça. Quand on est envenimé, c'est tout de suite. Ça part très vite. Donc ça ne sert à rien de sucer, d'inciser. Moi, ma grand-mère m'a fait 3 incisions ici. Bon, je sais que ça ne servait à rien, mais c'était ce qu'elle pouvait faire. Bandage modérément serré, ça diminue la diffusion du venin. Peut-être. Mais on peut le faire. Modérément serré, ça veut dire qu'il ne faut pas faire un garrot artériel. Paracétamol, antibiotique, si sur infection. Paracétamol, c'est pour traiter la douleur, bien entendu. Vaccination antitétanique si on ne l'aide pas encore.
Voie veineuse périphérique, voie veineuse centrale, c'est état de choc, bien sûr. Apport hydroélectrolytique ou remplissage vasculaire, c'est collapsus, parce qu'on peut faire un collapsus généralement cardiogénique. État de choc de butamine, comme ce qu'on fait dans le choc cardiogénique, 10 gamma km, vous pouvez commencer par 15,5 et monter petit à petit. Il y a quelques années de ça, j'avais fait avec le centre antipoison de Rabat, on avait sorti un dépliant qu'on avait distribué à longue échelle. C'était dans le but d'inciter les gens à ne plus utiliser le qui a disparu d'ailleurs de la circulation, heureusement, et c'était dans le but d'initier les médecins à traiter ces... Et on avait fait en sorte que tous les hôpitaux du Maroc disposent de dobutamine, parce qu'on ne la trouve pas partout, la dobutamine. Parce que le traitement, c'est la dobutamine, en quelque sorte. Ce qui tue dans l'envenimation scorpionique, les bébés ou les vieillards, c'est le choc cardiogénique. Donc il faut absolument avoir de la dobutamine. Donc l'élément essentiel dans le traitement d'une envenimation scorpionique grave, c'est-à-dire celle qui donne l'état de choc, celle qui donne le l'œdème du poumon cardiogénique, c'est le tonique cardiaque. Les convulsions, c'est midazolam, œdème du poumon, détresse respiratoire, c'est éventuellement ventilation mécanique s'il le faut, c'est les diurétiques parce qu'on est là encore dans l'œdème cardiogénique. On n'est pas dans l'œdème lésionnel. Héparine, corticoïde, aucun intérêt. Le corticoïde, ça ne sert à rien. Or, malheureusement, les gens donnent des corticoïdes. À propos de corticoïdes, tiens, moi j'ai fait ma thèse sur le choc anaphylactique dans la chirurgie digestive du foie. Et j'avais à l'époque sorti une étude française sur presque 1000 chocs anaphylactiques. Et j'avais remarqué que 95% recevaient des corticoïdes, plus du sulomidrol, mais que 15% seulement recevaient de l'adrénaline. Je suis sûr qu'en faisant la même étude ici, on trouverait peut-être la même chose. Les gens se jettent sur le corticoïde comme si c'était le traitement de l'état de choc. Les corticoïdes ne sont pas le traitement de l'état de choc. Les corticoïdes, ça ne sert que quand il y a une inflammation à traiter. Donc aucun intérêt à mettre un corticoïde, aucun intérêt à mettre l'héparine, parce que ça ne sert à rien, sauf s'il y a une thrombophlébite. On peut développer une thrombophlébite suite à une envenimation scorpionique. Et puis, l'immunothérapie, c'est-à-dire le sérum anti quelque chose. Seulement si morsures de vipère, grade 2 et 3, c'est-à-dire quand il y a des manifestations générales, n'est-ce pas? Pas dans l'envenimation scorpionique. Je dis ça et je le répète parce que malheureusement, dans Fibrid, il y a des trucs qui circulent sur Express, sur les réseaux sociaux. Il y a même des sociétés, des associations de défense des droits de l'homme qui s'insurgent parce qu'il n'y a pas de sérum antiscorpionique et ils disent que des milliers de Marocains meurent d'envenimation scorpionique, ce qui n'est pas vrai. Ils meurent par contre de sérum antiscorpionique et ils font tout pour que le sérum antiscorpionique soit rétabli. Contre la science. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Seulement si morsure de vipère, avec le sérum antivipérin, il n'y a rien de produit parce qu'il était en manque, maintenant on commence à l'avoir. Voici comment il sera fait, et c'est la même dose chez l'enfant. Terminé pour ce cours. Alors, vous voulez que je vous parle des drogues cardio-vasoactives ou pas? Oui. Je vais terminer avec ça.